En ces temps reculés, où Ednel s'éteignait, au mal qui s'étendait, les hommes succombaient. Contre toute attente, alors qu'on n'y croyait plus, aux plus sombres heures, l'ordre de Veillel apparut. Érudits et mages purgèrent le fléau, la grande prêtresse mit fin au chaos. Premier saint martyr, accueillant en son âme l'épouvantable engeance, pour éviter le drame. Beltramuraïs le roi fut le suivant, et d'autres après lui toujours se sacrifiant, ainsi que l'après l'autre, chaque 12 ans, 7 saints martyrs à présent. En vain leur exil vers la crypte sacrée, cette dernière aujourd'hui imprégnée par la pestilence, la voilà souillée, Ednel de nouveau menacé. Répondant à l'appel de l'ordre de Veillel, de tout rang, de tout lieu, mais sous le même ciel, réunis sous la bannière de l'abnégation, des héros s'élevèrent face à l'abomination. Fiers chevaliers de l'ordre sacré, affrontant les hordes damnées, du monde ils portent le destin, suivant leur instinct. Leur nom imprègne les légendes, à travers l'espoir qu'ils répandent. Ces héros altruistes aux exploits et mérites, qu'ils puisent leur force dans les arts guerriers, dans la magie ou leur volonté. Pauvres ou bien les croyants au divin, voire brigands ou simples assassins, tous ont à cœur leur devoir et iront jusqu'à la victoire, poursuivant leur quête inlassablement pour nous préserver des tourments. Et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour une vidéo autour de l'ordre de Veillel. Enfin, la première vidéo de gameplay suite à notre vidéo d'introduction narrative. Donc on est parti pour faire une campagne. On va essayer d'affronter les 3 boss qui sont proposés dans la boîte du chapitre 1. On va le faire avec donc 3 équipes différentes de 4 héros. Managé par Alfurcius l'érudit, qui va lui rester au campement et notamment utiliser son pouvoir de savoir infini, où de temps en temps il va pouvoir utiliser de l'endurance pour révéler certaines cartes des donjons, pour savoir un peu justement où est-ce qu'on va aller, où est-ce qu'éventuellement on peut éviter ça, enfin choisir des bons embranchements. Bon, évidemment il n'a pas sa capacité, elle n'est pas infinie, hein, ça coûte des points d'endurance, mais il essaiera de la faire et de temps en temps, à bon escient, voire peut-être de temps en temps consommer des potions d'endurance, on verra. Tout ça va dépendre un peu de la somme de cristaux que les héros vont amasser, et voilà, prioritairement c'est utilisé pour monter de niveau, pour acheter de l'équipement, donc on verra si c'est prioritaire ou pas. En tout cas, l'idée c'est d'essayer de jouer avec les différents personnages. Pour chaque partie, chaque boss. Donc le premier groupe là qui s'en va à la rencontre de la grande prêtresse, donc on l'avait déjà évoqué. Il y a le chevalier Télil de Haute-Garde, donc qui va faire office un peu de chef de groupe, accompagné de la bardesse
que j'ai nommé donc Alizé, et donc il y a Ronan le nécromancien, c'est pas un nécromancien, j'arrête de dire ça nécromancien, c'est un pyromancien qui utilise le feu, et nous avons ici le brigand, qui s'appelle Thoracil il me semble. Hop, je rapproche un tout petit peu. Et voilà pour ce qui est du groupe. Maintenant, préparation des personnages, elle a été faite, j'ai placé les équipements de base de chaque héros, et donc l'apport du chapitre 2, notamment pour le chapitre 1, ce sont les capacités de niveau 1, et là je me suis fait un peu plaisir puisqu'il y en a quand même beaucoup, et pour proposer un peu de variété, alors, sans doute c'est un avantage pour les héros, ça c'est évident, mais pour le fun, j'ai préféré donner plus de capacités aux héros. Donc ils ont chacun deux capacités de niveau 1 que j'ai choisi parmi l'ensemble proposé. En plus, avec l'extension des miraculés d'Alenmur, il y avait d'autres capacités de niveau 1 qui étaient proposées, donc ça fait déjà un bon paquet. Et donc voilà, pour avoir un peu de variété, un peu de possibilités différentes, j'ai fait le choix de leur donner deux capas de niveau 1. En quelques mots, pour les capas, le chevalier, il a course, qui lui permet de doubler son mouvement si il évite de faire une action de combat. Donc si voilà, il sacrifie son action pour faire un mouvement en gros. Et sinon il a la capacité d'alerte qui lui permet, en échange d'un point d'endurance, d'augmenter sa capacité à faire des coups critiques, ce qui est assez intéressant en termes dans le combat quoi. La bardesse, je lui ai choisi surcharge magique, qui lui permet, en payant de la vitalité, alors c'est un peu risqué pour elle parce qu'elle n'est pas très riche en vitalité, elle a que 4 points, mais ça lui permet de booster en fait soit les dégâts faits par une capacité, soit les soins. Comme elle fait un peu les deux, elle peut faire du soin et du dégât, ça me semblait intéressant, en tout cas d'essayer ça. Et son autre pouvoir c'est télékinésie qui lui permet de faire une attaque à distance comme ça, en déplaçant les ennemis, en leur faisant des dégâts, en les cognant sur le sol par exemple, ou le plafond, ou ce qu'on veut. Ça leur fait 4 points de dégâts, et on peut aussi déplacer, donc on peut agir sur la position des monstres grâce à cette capacité là. Le pyromancien qui est là-haut, Ronan, il a lumière aveuglante qui permet de faire une attaque à distance dès le niveau 1, parce qu'il n'en a pas avant le niveau 3, avant d'avoir sa boule de feu il faut attendre un petit peu. Lumière aveuglante c'est intéressant, ça fait pas mal de dégâts, ça fait autant de dégâts qu'il engage d'endurance, et en plus ça peut toucher deux ennemis s'ils sont côte à côte, et ça diminue leur capacité d'attaque, donc ça les débuffe aussi au niveau de l'attaque, ce qui est, ça fait toujours un beau package pour un pouvoir de niveau 1. Et je lui ai donné aussi alchimie, alchimiste en herbes, ce qui lui permet de booster le pouvoir des élixirs et des potions qu'il utilise pour lui et pour ses alliés, donc ça c'est sympa. Et pour finir là-haut, donc on a dit qu'on avait les pouvoirs de Thoracil, et lui il a blocage violent. Blocage violent, pour rappel pour moi parce que je ne connais pas encore tout bien, hein. Ça coûte aussi X en endurance, et ça lui permet quand il prend des dégâts de dépenser de l'endurance pour multiplier, enfin rajouter en tout cas de la réduction de dégâts. Donc ça lui permet d'éviter de prendre des coups, mais évidemment ça coûte de l'endurance en échange. Et le deuxième pouvoir que je lui ai donné c'est lancer désespéré, où là il peut utiliser des armes qui ne sont pas équipées et les balancer sur les ennemis pour faire des attaques à distance. Et faire 4 points de dégâts à un ennemi comme ça, qui en plus c'est des dégâts qui brisent la défense. Quand on voit le petit bouclier comme ça avec une fêlure dessus, c'est que ça passe la défense de l'adversaire. Voilà, petite préparation, petite présentation rapide des héros et de leurs pouvoirs. On verra ça évidemment plus au cœur du jeu. L'érudit, il est là, il est en attente, il surveille un peu toute sa petite équipe. Que dire de plus? De l'autre côté du plateau, nous avons de la table, je veux dire, nous avons le plateau de jeu du donjon, voilà, avec les 4 héros qui attendent déjà au niveau du campement, et on voit qu'au fond la grande prêtresse attend qu'une chose, c'est qu'on arrive jusqu'à elle. Comme d'habitude pour ceux qui connaissent le jeu, les premières salles sont des salles où on va rencontrer des monstres de toute façon, hein. Et après ici il y a 3 cartes, dont 2 cartes trésors et une carte salle vide qui attendent, donc on va voir ce que ça donne. Pour ce qui est de la gestion
du jeu. Donc je vais tenter de voir ce que ça donne, d'utiliser des battle maps fournis par l'épisode 2, par le chapitre 2, les utiliser dans le chapitre 1 pour gérer les combats. Alors pas tous les combats, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins intéressants. Et donc j'ai décidé, voilà, en mon âme et conscience, de ne faire les combats qu'à partir du moment où les héros sont de niveau 3. Donc a priori le premier combat, ça se fera à l'ancienne, hein, comme on faisait dans le premier, enfin avant dans le chapitre 1, comme c'est prévu dans le chapitre 1 plutôt. Et puis par la suite, quand il y aura un deuxième run, selon le niveau des héros, on rajoutera des ennemis en plus. Et surtout, on les jouera sur une... Il n'y aura pas d'ennemis en plus spécialement, on les jouera sur une battle map. Je pensais aux ennemis en plus parce qu'en fait, je me sens plus d'attaquer le jeu et les combats en jouant 2 personnages plutôt que 4. Donc pareil, je vais tenter aussi une espèce de variante de jeu qui consiste en fait à faire 2 groupes de 2 héros qui vont chacun aller fouiller les ailes de la crypte. Et donc au moins pour les premières ailes faire comme ça, et puis regrouper les héros à partir du moment où on attaquera notamment le boss évidemment quoi. Donc d'ici là faire une gestion plutôt par 2, faire un peu 2 équipes de 2 qui vont faire différentes choses de leur côté, et ils se retrouvent au campement et puis après on avise un peu ce que ça donne. Bon, c'est un peu en impro tout ça, on verra bien ce que ça donne au niveau des règles. Alors qu'est-ce qu'il y a comme changement aussi proposé, principalement en tout cas pour le moment, ce qui nous concerne, c'est ce qui concerne les événements. Alors les événements, hop, ils sont là. Alors ces cartes événements, pour rappel dans le jeu, c'est l'intervention du maître du donjon virtuel. Hein. Et il faut que je me rappelle absolument, c'est quand les héros attaquent et font un résultat avec leur dé de 1 à 5, et bien dans ce cas-là, ça déclenche un événement. Et donc, dans ces événements, ce que j'ai décidé de rajouter d'une certaine manière, il y a 2 cartes embuscade dans le jeu, qui sont des cartes comme ça, avec des araignées dessus. Et dans le jeu, ça nous dit ceci: au début d'un combat, vous pouvez choisir jusqu'à la moitié des monstres qui attaquent avant les joueurs. Voilà. Alors, pour l'appliquer sur une battle map, j'ai décidé de varier un peu le truc. C'est-à-dire qu'en fait, je vais les mélanger, ces 2 cartes-là, avec les 10 premières cartes du paquet événement. Voilà, donc il y a 2 cartes, sur les 12 premières cartes, il y aura 2 cartes embuscades qui seront mélangées. Ces cartes-là, dès qu'elles vont être jouées, elles vont être remélangées à nouveau dans le paquet, donc elles vont revenir plus régulièrement. Et si elles sont tirées, ça veut dire que le prochain combat sera une embuscade des adversaires. Ça veut dire que sur une battle map, ils seront placés différemment, ils seront placés de manière optimisée, et ils attaqueront en premier. Donc on subira l'assaut avant de répondre. Voilà, c'est pour voilà, symboliser sur le plateau de jeu derrière une position plus avantageuse pour les ennemis. À voir ce que ça donne aussi, si sur les 12 premières cartes c'est suffisant, ou s'il ne faut pas que ça soit sur un peu plus que 12 cartes, parce que les cartes événements peuvent filer assez vite, surtout quand on n'a pas trop de chance au dé, ce qui peut arriver. Donc je vais faire ce que j'ai prévu. Donc je prends 1, 2, 3... Alors je vais tout reprendre parce que là je n'avais pas remélangé, donc je reprends le paquet des événements qui se trouve ici. Je mélange. Alors c'est pareil, il y en a eu rajouté grâce au chapitre 2. Hein. Hop. Voilà, je coupe. Je vais prendre les 10 premières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je mélange les 2 cartes embuscades dans ce paquet là, et puis après il faut surtout que j'oublie pas de tirer les cartes événements, c'est le gros problème chez moi, et j'arrive pas à trouver un système pour avoir une espèce de pense-bête pour me faire penser à ça. Quand je suis dans les combats et tout ça, je n'y pense pas. En fait je rage suffisamment parce que je rate, que je pense que mon cerveau zappe. Il n'a pas envie de se rajouter sans doute des malus en plus. Il faut que j'y pense,
On verra ça. Donc voilà, j'ai mis ça là. Ici les monstres, hein, monstres normaux, monstres intermédiaires qui vont intervenir aussi maintenant dans le jeu. Et les monstres puissants qui sont aussi plus nombreux, hein, parce qu'on a rajouté tous les monstres puissants du chapitre 2. Donc voilà, ça fait une variété au niveau du jeu qui est beaucoup plus importante, hein, ça c'est sûr. Alors on est, je pense, prêt. Il ne reste plus qu'à définir les deux paires de héros, donc j'ai décidé d'envoyer le chevalier avec la bardesse en premier, dans une des ailes. Je vais définir au hasard, parce que pour l'instant je ne sais pas trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, donc ils vont aller là-bas. Hop, ici et là, dans cette partie-là. Et puis les autres, eh bien, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, donc ils vont aller là. Hop, voilà. Et après on va définir quel groupe va commencer. Donc 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. 1, 2, 3. Donc c'est Thoracil, le brigand, accompagné de Ronan le pyromancien, qui vont commencer leur exploration de donjon, de la crypte. Et je pense que je n'ai rien oublié. Je réfléchis 2 secondes. Au niveau des marqueurs, c'est bon. Les pouvoirs, on en a parlé. Les dés sont là. Les loots. Alors évidemment, il y a du changement au niveau règles, au niveau des loots. Puisque maintenant, on a différencié les objets rares du reste. Donc les objets rares, c'est des gold. Et les objets communs, c'est bronze et argent. Donc bronze et argent, ils ont leur propre pioche. Et or, ils ont aussi une pioche. Quand on va chez le forgeron au village, on a accès qu'à des équipements bronze et argent. Les équipements or, ça se trouve dans certaines situations pendant les combats voilà, dans la crypte, quoi. Voilà, mais on reviendra dessus quand on en aura besoin. Pour le moment, on en est là. On va déjà faire donc a priori notre premier combat à l'ancienne, et puis on verra pour la prochaine fois quand on aura augmenté de niveau et tout ça, tout ça. Donc c'est parti, ils arrivent ici, première salle, on sans surprise, hein, un monstre les attend, la carte monstre, classique, la salle monstre, qui nous dit lancer un dé de 6 pour déterminer le nombre de monstres, qui ne peut dépasser le nombre de joueurs, enfin le nombre de personnages en fait. Mettez le nombre maximum si un joueur est niveau 5, hein. C'est pas le cas, personne n'est niveau 5, donc a priori, à moins que je fasse un 1 avec mon dé de 6, il va y avoir 2 monstres qui les attendent. Je fais un 5, sans surprise. Ce sont donc 2 monstres qui vont arriver. Je vais mélanger et prendre au hasard 2 créatures dans les créatures de base. Les monstres, alors je sais plus, les monstres intermédiaires interviennent à partir du moment où on a un certain niveau, je crois. Je revérifierai ça dans la règle. Pour l'instant, on n'en est pas là. Hop. Et c'est parti pour les monstres. Alors j'en profite quand je suis en train de mélanger pour faire un petit clin d'œil donc à Erevan, qui est donc un musicien qui a gentiment collaboré avec Paris Édition pour... Enfin, je suppose de collaborer, c'est un beau cadeau en tout cas qu'il a fait à Paris Édition et à l'Ordre de Veyel. Il y a tous les joueurs de l'Ordre de Veyel avec une chanson, vous avez vu, c'est celle que j'ai mis dans l'introduction, une partie de la chanson, c'est une grande balade. Et donc, voilà, ça m'a trop fait triper de l'utiliser dans mon introduction. Donc un grand merci à lui. C'est lui aussi qui travaille avec Etrigan sur son jeu, sur son projet de jeu de plateau aussi. Ils ont fait pas mal de choses, de la musique, des chansons de taverne, etc. Donc il est assez actif et ça a l'air d'être un bon gamer. Et donc voilà, je voulais quand même faire un petit clin d'œil évidemment. Hop, alors j'ai ma pile, ce que je vais faire c'est que je coupe et après je prends celle qui est en dessous. Enfin, oui, les deux premières. Donc on a un zombie d'abord, je vous remontrerai après, et le deuxième c'est une statue animée. Alors les petits socles pour les personnages, pour les ennemis. Hop, hop. Ok. La statue animée c'est un défenseur, donc elle se place en position devant tout le monde. Alors pour rappel, je vais les mettre sur le plateau ici.
le défenseur et le zombie. Le zombie c'est un spécial. Si le zombie est tué par une attaque de corps à corps, l'attaquant subit 3 points de dégâts, il y aura une réduction de dégâts, d'accord, bon. Il va rester derrière, on va dire, la statue animée. Hop. Et le défenseur, il est là. Voilà, donc là on a nos deux créatures. On peut sans doute se rapprocher un tout petit peu quand même pour gérer le combat. Ça sera mieux. Bien. Alors, là c'est pas une embuscade, hein, pas de problème. Donc ce sont les héros qui démarrent. Et pour commencer, ben, on a le choix. On a le choix soit Ronan, soit comment ça s'appelle déjà, Taricel, je ne sais plus, faut que je me rappelle plus trop du nom. Le brigand en tout cas. Alors, j'ai la lumière aveuglante avec le pyromancien parce que bon, avec sa dague il va pas aller bien loin. Hein. Je peux faire 2 dégâts maximum. Donc pour rappel, les créatures, la statue animée à 8 points. Elle a une défense de 2, donc ça va être un petit peu compliqué à détruire. Par contre, la lumière aveuglante, elle passe la défense. Et vu qu'il a que, entre guillemets, 6 points de vie, je peux très bien utiliser l'ensemble de mon endurance si je veux, et me débarrasser de la statue direct, quoi. Vu que de toute façon, il n'y aura qu'un seul combat, puisque c'est le premier run, et que l'endurance, de toute façon, je vais la récupérer au moment du passage au camp, et ben on peut faire, bon, c'est une option, on peut faire ça, quoi. Pour réussir ma lumière aveuglante, il faut que je fasse un test lié à l'intelligence. Intelligence, il a 6 Ronan, donc si je lance un dé de 20 plus 6, il faut que je fasse au moins 8, donc c'est pas très compliqué quand même à faire. Donc je pense qu'on va faire ça. Je vais dépenser 6 points d'endurance, l'ensemble, pour pouvoir détruire direct le défenseur, et pas trop m'embêter avec ça. C'est parti. Alors je fais un 11, je n'oublie pas la menace des cartes événements, hein. Et 11 ça passe, donc je réussis mon jet, je fais donc 6 points de dégâts, et en plus, c'est bien marqué, à 2 ennemis adjacents, donc les deux sont adjacents, hein, puisqu'ils sont l'un derrière l'autre. Là ça fonctionne dans les règles du chapitre 1. Donc l'autre il prend 6 points de dégâts aussi, et l'autre il a 4 points de vie. Donc le zombie meurt aussi, donc là voilà, lumière aveuglante, j'aveugle et je crame les deux ennemis direct. Donc là vous avez vu, le combat n'a pas été très très long. Merci à la magie. Donc on va revenir ici. J'enlève la statue animée, j'enlève les zombies. Hop, hop. Combat réussi, d'une main de maître. Je remélange la statue et le zombie dans les monstres. Hop, je les remets ici. Et on arrive à la phase de loot. Alors déjà, première chose, ce sont des ennemis normaux. Donc ils gagnent 2 cristaux par ennemi. Donc ça fait... on va les répartir. Donc ça fait 2 cristaux pour le pyromancien et 2 cristaux pour le brigand. Puis après on a une phase de jet de dés pour savoir si les ennemis ont comment on appelle ça, ont des loots, et de mémoire on lance un dé par créature. Alors je vais vérifier vite fait avant de dire des bêtises pour être sûr à 100%. Donc petite pause, je reviens tout de suite. Oui, donc c'est bien un dé par ennemi vaincu. Et pour ce qui est comment on appelle ça, du butin, je lance un dé par monstre. Et si je fais 1 à 3, il ne se passe rien. 4 à 5, ils ont un trésor commun. Et 6, un trésor rare. Voilà, c'est ça l'idée. Donc je lance les dés pour les deux trésors. Je fais 5 et 6, qui est quand même pas mal. Donc ça leur fait un gold et un normal. Donc on va aller piocher ça. Hop, les trésors, ils sont là. Alors ici, c'est un commun, et ici c'est en or. Hop, hop là.
Et donc on a récupéré une flamberge. Alors flamberge est une arme à deux mains qui nécessite 10 de force ou 6 de dextérité. Donc là on les a pas encore. Hein. Qui inflige 6 points de dégâts, la cible recule d'une place sur le champ de bataille ou vous la déplacez d'une case. Donc ça va permettre d'ajuster aussi les positions. Mais il faut quand même 10 de force. Alors c'est sans doute pour le brigand ce serait pas mal parce que lui il a une épée bâtarde, il a une épée à deux mains. Hein. Donc on va la mettre dans ses bagages on va dire pour le moment. Et sinon nous avons une rune majeure de précision. Donc ça c'est la gold. Portée des actions à distance augmentée de 2 plus une caractéristique au choix. Ah, plus 1 caractéristique au choix. Ça c'est vachement balèze. Et ça on peut l'utiliser direct. Hein. Donc ça c'est quand même très très bien. Porter des actions à distance. Le brigand n'a pas d'action à distance. Je pense qu'on va remplacer la rune de foi du pyromancien. On va lui mettre sa rune majeure à la place. On peut augmenter aussi de plus 1 une caractéristique au choix. Donc je garde la foi plus 1. En revanche maintenant j'ai mes actions à distance sont augmentées de 2. Donc ça c'est vachement balèze, je vais pouvoir tirer de très loin. Et la rune de foi, eh ben, on va la donner pour l'instant au brigand. Ça lui met plus 1 à la foi. Je sais pas si ça va me lui servir, mais pour le moment, c'est lui qui l'équipe. Et voilà, on a fait notre premier combat de ce côté-là. Et donc on va enchaîner direct sur le combat de la Bardesse avec le chevalier Télil. Donc hop, pareil, hein. Ils avancent sur l'aile est de la crypte à la recherche du repère de la grande prêtresse, premier Saint-Martyr. Et là, on va lancer un dé pour savoir combien de créatures il rencontre. 5. Donc sans surprise, il y en a 2. De la même manière, je vais tirer les créatures pour savoir ce qu'il rencontre. Hop, hop, hop. Alors là, j'ai plus trop besoin de mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper et prendre les 2 du dessous. Et ce sera un archer squelette en distance et une goule. Donc la goule va être devant. Logique. La goule, elle est là. Avec ses petites caractéristiques spécifiques. Et l'archer squelette est derrière. Et lui, il va attaquer à distance. Voilà. Ok. Au niveau des caracs, l'archer squelette, lui, il a 3 points de vie, 1 point de défense, 6 d'attaque, 2 de défense. Et donc lui, il doit faire... il ignore le défenseur, parce qu'il faut définir qui est le défenseur dans le groupe. Évidemment, là, ce sera le chevalier. Et la goule... elle a 5 de défense, 5 d'attaque, 5 points de vie, pas de défense particulière, enfin pas de résistance aux dégâts, et elle fait 3 points de dégâts qui ignore la résistance, la réduction des dégâts. Sachant qu'au niveau réduction des dégâts, pour l'instant il n'y a que le chevalier qui a quelque chose, il a un bouclier qui réduit de 1 point. Alors quelle va être la cible pour nos amis? Un moins de pour attaquer à distance. Ce qu'est le cas de la Bardesse, puisque la Bardesse, elle a, je vous rappelle, un pouvoir de niveau 1 qui s'appelle télékinésie. Elle peut faire 4 points de dégâts qui ignorent la résistance. C'est dommage, l'archer squelette a 5 points de vie. 4. Ou alors j'utilise aussi la surcharge magique qui va avec, qui me dit... Alors, on va, vu que j'ai mis 2 pouvoirs, ok. Donc ça c'est bien, mais ça aide un peu quand même les joueurs, hein, on va dire. Ce qu'on va dire, c'est qu'elles peuvent pas s'appliquer sur les capacités de niveau 1, sinon ça fait un peu synergie. Dans la synergie, ça fait un peu beaucoup. Donc on va dire que la surcharge magique pourrait m'en servir par exemple pour le chant enivrant ou pour autre chose, mais pas pour la télékinésie, quoi. Voilà, c'est pour un peu tempérer quand même le truc, parce que sinon je pourrais booster ma télékinésie. Donc, je dois faire pour réussir la télékinésie, je dois réussir un
un jet d'intelligence égal supérieur à 9. Donc c'est parti. Hop. Je fais 7. 7 plus 5 d'intelligence, ça passe. Donc là, j'inflige 4 points de dégâts à 1,5. Donc j'inflige 4 points de dégâts au l'archer-squelette. L'archer-squelette, il lui reste une vie. Voilà. Hop. Alors au niveau des dégâts, des machins, je pense que je vais utiliser un truc comme ça. Donc là, je lui mets un petit marqueur de dégâts 4 sur l'archer-squelette. Hop. Pour se rappeler. Puis, donc là, elle a joué. Ça lui a coûté quand même, les télékinésies, elle lui coûte 2 points d'endurance. Donc elle va descendre à 6. Et on va voir avec le chevalier donc ce qu'il va faire. Donc lui, il peut agir que sur la goule, de toute façon. Donc il va tanker hein, sur la goule. Puis on verra bien ce que ça donne. Il utilise son pouvoir de alerte. Donc alerte, il dépense 1 point d'endurance. Voilà, point d'endurance pour lui. Il passe donc à 5 et ça lui permet de faire des critiques sur 16 ou plus. Donc là il est parti pour attaquer. Il lance son dé d'attaque. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer un autre dé d'une autre couleur pour faire la défense des monstres en même temps. Alors bougez pas, je vais chercher un dé. Voilà, j'ai récupéré un dé jaune. Donc on va dire que le dé jaune, c'est le dé des héros. Et le dé noir, c'est le dé de résistance des monstres. Donc il y va pour attaquer la goule qui a 5 de défense. Alors je fais un 4 pour lui. Donc il fait 4 plus sa force. Non, sa dextérité pour l'épée. C'est 4. Non, il a 6 de dex, pardon. Donc il fait 10. Et la goule, elle fait 12 plus 1. Et en plus, comme on a fait 4, je n'oublie pas, on se prend une carte événement. Donc là, il rate son attaque. Et hop, brisure. Casse l'armure ou le bouclier d'un joueur. Le joueur peut là le réparer dans la zone de repos en payant de nouveau son coût. L'objet n'a aucune valeur à la vente. Voilà. Donc là, le bouclier est défoncé. Alors je me demande si j'ai pas un marqueur pour ça. C'est la petite critique que je fais dans le jeu qui a du beau matos, il n'y a pas de problème. C'est que les jetons, on en a, mais on ne sait pas trop à quoi ils servent, quoi. Ça aurait été bien d'avoir un petit descriptif des jetons, un petit truc qui dit bon, bah, ce jeton là c'est pour ça, celui-là c'est pour ça, parce qu'en fait c'est pas trop écrit dessus, il y a juste des valeurs. Et voilà. Donc ça c'est réduction de dégâts. Je regarde un peu dans les... s'il y a un truc de brisure, de cassure. Alors ça, le poison, je sais, ça j'ai repéré. Le poison, c'est le jeton vert. Peut-être ça. Je sais pas trop. Bon, je vais mettre un jeton comme ça. Du coup, on met un peu de jeton au pif. Hein. Je vais mettre celui-là sur le bouclier pour dire qu'il est cassé. Voilà. Donc... les héros ont joué, c'est au tour des monstres. L'archer va tirer sur la bardesse, puisque c'est pas elle qui a la défense. L'archer, donc lui, on a dit qu'il attaquait à plus 6, et la bardesse, elle défend à 2. Voyons ce que ça donne. Donc le monstre en noir, bien sûr, et la bardesse, elle est en jaune. Alors 10, je pense que 10 contre 5, ça passe. Hein. Donc elle va se prendre le dégât de l'arc. Et ça va pas faire du bien, je pense, de mémoire. Et ça fait 4 points de dégâts qui ignorent le défenseur. Donc la pauvre bardesse elle tombe au sol. Paf, elle tombe à 0. Ça c'est clair, c'est fait, c'est géré. On n'a plus besoin de s'en occuper. La bardesse, elle est fragile quand même. Elle tombe. Et la goule, elle va attaquer le défenseur. Et donc, il a une attaque avec le dé noir. Et le défenseur, le chevalier Télil de haute garde, qui commence qui trépigne et qui voit que la bardesse est tombée au sol avec une flèche dans le ventre. Il commence à pousser un cri. Parednel! Disparais, créature du mal!
Mais bon, là, c'est pas... Il essaie de défendre tant bien que mal. Alors, la créature a fait 10 plus son attaque 15. Et lui, en défense, il a 5 et 5. 10, donc il prend l'attaque, qui ignore la défense, mais de toute façon, il en a pas. Donc je crois qu'il prend 3 points de dégâts. Donc il descend à 3. Il va falloir qu'il se secoue, là, le chevalier. Il a toujours le pouvoir d'alerte. Hein. Il va l'utiliser... Ça, alors, au long de la prochaine attaque... Ok. Lors de sa prochaine attaque. Donc là, il réutilise un point pour faire alerte. Là, il est tout seul, il va falloir qu'il donne ce qu'il a. Il peut pas détruire le squelette, malheureusement. Parce qu'il y a le défenseur devant, enfin la goule qui l'en empêche. Donc il est parti pour attaquer. Ah, je fais 5. Ça commence très mal, cette histoire. Donc, il rate. Et en plus, je dois piocher une carte événement. Hop. Réanimation. Réanimation, au début du tour du mal, celui-ci ressuscite tous les monstres morts pendant ce tour. Ok, bon bah il n'y en a pas eu, donc ça reste une carte dépensée. Et maintenant c'est au tour des monstres. On commence par l'archer. L'archer, on a dit qu'il faisait l'attaque à plus 6. Allez, il va falloir qu'il défende la Télil, sinon ils vont être expédiés hors de la crypte très très rapidement. Donc il défend avec le dé jaune. C'est parti. Alors ouais, mais il fait 18 l'archer squelette. Donc 18 et 6 ça fait 24. Donc il se prend une flèche. Et il avait 3 points. Donc il descend à 0 point de vie. Point. Que se passe-t-il dans ces cas-là? Que se passe-t-il dans ces cas-là? Voilà, on va voir le cas où tous les héros dans un combat tombent au sol. C'est bien, on commence bien cette campagne, c'est chouette. Voyons. Fin du combat. Alors, si la vitalité d'un joueur atteint 0, il est hors combat. Pour lui permettre de continuer à jouer sans passer par la zone de repos, un coéquipier peut utiliser une pierre de résurrection ou la capacité de résurrection. Le joueur revient alors avec tous ses points de vie, son endurance reste inchangée. Si le héros ressuscité se trouve après le joueur l'ayant ramené à la vie, si tout le groupe est hors de combat, les joueurs perdent tous leurs cristaux non dépensés et retournent à la zone de repos. Pour rappel, si le groupe est hors de combat durant l'affrontement contre le boss, la partie est finie. Bon, c'est pas le cas. Donc là, en fait, les monstres les abandonnent après les avoir pouillés et vidés voilà, au sol. Et ce sont donc des sauveteurs de l'ordre qui les repèrent et qui viennent les récupérer et les ramener au camp. Malheureusement, leur run n'a pas très bien fonctionné. Hein. Ils n'ont rien gagné. Donc ici... Je range les deux ennemis impitoyables qui les ont réduits à 0. Et tout le monde retourne au camp. Tout le monde retourne au camp. Et on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec ce qu'on a. Donc Télil revient doucement à la conscience. Il voit à côté de lui, dans le lit, étendu, la bardesse blessée, toujours avec une flèche qui est en train d'être extirpée par un des guérisseurs de l'ordre. Et voilà, il se demande un peu comment ils ont pu en arriver là dès leur première sortie. Et que voilà, il a l'impression de ne pas avoir bien rempli son rôle de défenseur. Il se dit qu'il aurait peut-être dû laisser, enfin il se pose la question, soit de laisser la goule attaquer la bardesse, mais bon, parce que la bardesse fait un peu, enfin la goule fait un peu moins de dégâts, peut-être que c'est ça qu'il aurait dû faire et se concentrer pour défendre plutôt la bardesse des flèches très dangereuses de l'archer. En tout cas, c'est fait et ils sont là, et heureusement leurs compagnons. Donc Ronan le pyromancien et Toril le brigand,
eux ont réussi à s'en sortir. D'ailleurs, j'ai pas fait la suite pour eux. Et bah oui, quand même, parce que c'est important de voir ce qu'ils ont pu trouver derrière, puisqu'en fait, eux, ils ont continué leur exploration et ils sont arrivés sur la deuxième salle ici, qui était donc une salle vide. Donc voilà, bon, voilà, comme ça s'est vite réglé. Salle vide, ça nous dit la salle est vide à l'exception du corps sans vie d'un guerrier. Les joueurs trouvent 2 cristaux. Donc on va rajouter 2 cristaux dans les dans le trésor de nos héros. Voilà, et on revient donc avec un maigre butin. Voilà. Alors évidemment, Ronan ne peut pas s'empêcher de ricaner, d'avoir un sourire aux lèvres et de ricaner un peu en voyant le chevalier un peu en détresse. Mais bon, le brigand lui met un coup de coude quand même en disant attends, chut, il faut rester quand même solidaire et il faut essayer de trouver le moyen quand même d'avancer dans la crypte pour trouver quand même la grande prêtresse. Donc c'est pas le moment de se moquer et de risquer que le groupe soit complètement dissolu, parce qu'ils auront besoin à un moment ou à un autre de travailler ensemble de concert pour s'en sortir, quoi. Donc à l'issue de ça, on est sur une phase de campement, hein, malgré tout. Phase de campement, ça veut dire que les héros ont accès à un peu de matériel proposé par le forgeron. Donc on va piocher les 5 premières cartes du forgeron. 1, 2, 3, 4 et 5. Et ces objets sont donc disponibles à l'achat, hein. Il y a une armure en peau de bête qui coûte 3, qui fait une défense de 4. C'est pas mal ça. Un bouclier rond, donc le retour du bouclier pour le guerrier. Un gourdin. Un éventail arcanique et un fléau d'armes. Alors, fléau d'armes, il faut 9 de force. Personne pour l'instant n'a 9 de force, donc ça reste, je pense, hors de portée. Le gourdin, il fait 4 points de dégâts, c'est un petit peu mieux que l'épée courte. Ça peut peut-être intéresser le chevalier. À voir. Donc ça, je vais le mettre comme ça, parce que, de toute façon... Voilà. Celui-là, on va pas s'en servir. Je pense pas. Le bouclier rond, bah, on en a déjà un, à moins d'acheter un autre bouclier pour un des héros. À voir. Mais il y a peut-être mieux à faire. L'éventail arcanique. 7 de fois. Donc ça peut peut-être... 7 de fois, ça c'est bon pour le pyromancien, mais il faut aussi 6 de dextérité, ça il les a pas. Et pour une arme qui fait 4 de dégâts, c'est pas vraiment intéressant, donc je pense qu'on va pas la prendre. Et là, l'armure en peau de bête, ça, faut voir. 6 de dex, 5 de force, donc ça peut être bon pour le brigand, c'est bon pour le chevalier, l'un ou l'autre. Et ça fait défense plus 4, et réduit de 1 les points de dégâts subis. Donc ça c'est pas mal, hein. Mais ça coûte 3 quoi. Ça coûte quand même 3. Et pour l'instant, les héros ont cumulé 6 pièces d'or, enfin 6 cristaux. Donc je vais rassembler un peu leur trésor. Et ben, il va falloir faire des choix, quoi. Voilà. Là, on a leurs 6 cristaux ici. Si on veut les faire monter de niveau, ça coûte 1 cristal. Donc pour les faire passer au niveau 2, c'est 1 cristal. Pour les faire passer après au niveau 3, c'est 2 cristaux. Donc ça veut dire que si on veut les faire passer au niveau 3, ça coûte 3 cristaux par personnage. Donc si on fait un niveau chacun, par exemple, ou alors 2 qui changent de niveau, et après un peu d'équipement derrière. L'armure de bête, c'est 3. Hein. Donc si on la prend, c'est ça, quoi. C'est ça, et réparer le bouclier, ou acheter le bouclier, c'est 1. Donc après, il reste un truc pour éventuellement le gourdin. Et dans ces cas-là... Non, là on a juste... non, on a fait monter qu'un personnage. Ou alors on oublie le bouclier pour le moment. Ou il le garde en stock, mais il le réparera plus tard. Ça c'est un équipement... Bah, c'est 2 équipements pour le chevalier, ça. Hein. Ou alors il file l'armure de peau de bête au brigand et lui il récupère l'armure de cuir.
Donc ça pourrait être ça. Et puis on fait monter de niveau la bardesse pour qu'elle ait un petit peu plus de vitalité peut-être. Ça peut être intéressant. Et puis éventuellement, voilà, pareil le pyromancien pour qu'il monte niveau 2 aussi. Ça va être un peu limité, hein. Donc on va faire ça. Donc on achète le gourdin pour un cristal. On achète l'armure de bête pour 3 cristaux. Et on va augmenter un niveau pour la bardesse et un niveau pour le pyromancien. Faisons un truc comme ça. Alors, au résumé, son bouclier, il reste... donc lui pour lui, on va faire le chevalier déjà. Le bouclier reste en position. Il va récupérer l'armure de cuir. Donc je vais enlever réduction de dégâts du bouclier parce qu'il n'en a pas. Il a un point de réduction de dégâts avec l'armure et une défense supplémentaire de 2. Il passe sa défense à 7. C'est un petit peu mieux. Et il va récupérer un gourdin. Ah, du coup j'ai une épée courte aussi. Une épée courte, est-ce que ça intéresse quelqu'un? Il faut 4 de dex, 3 de force. Alors on va la filer au pyromancien. Il a ce qu'il faut, il a 4 de dextérité et 3 de force. Et la dague, on va la vendre. Donc on la vend une pièce d'or, enfin un cristal. Et on va monter de niveau. On va monter de niveau un autre personnage. On va monter de niveau le brigand. Donc ça on vend aussi. Hop. Et donc au niveau changement de niveau, donc lui c'est terminé, il reste niveau 1. Il remonte à 6 de vitalité, 6 d'endurance. Il reste niveau 1. Mais il va taper un peu plus fort quand même. Et le bouclier, on espère soit en trouver un, soit... bon, on verra. Pour ce qui est de la barde, donc pas de changement d'équipement pour elle, elle remonte à 4 points de vie, elle remonte à 8 d'endurance, elle a toujours son cathare, son attard d'assassin. Je sais pas si c'est une faute ça. C'était pas cathare normalement? Peut-être qu'il manque une lettre. Et en revanche on va la faire monter de niveau, on va la faire monter de niveau 2. Donc j'enlève le petit jeton niveau 1, on met un niveau 2 à la place et on va lui mettre une petite caractéristique et je pense que je vais quand même monter ses points de vie d'un petit cran. Donc on monte plus 1 en point de vie. Elle va passer à 5 points de vie. Résister au moins à une flèche d'archer quoi. Et c'est tout pour elle. Et après nous avons nos autres personnages. Ici nous avons le pyromancien qui va récupérer donc l'épée courte. Et qui va monter de niveau aussi. Donc il passe niveau 2. Et qu'est-ce qu'on va lui augmenter lui? Peut-être son intelligence. Je vais mettre plus en intelligence. Hop là. Plus en intel. Voilà. Et puis c'est à peu près tout. Et le brigand pour terminer. Donc lui, le brigand, on lui donc cloque une armure de peau de bête. Donc là il a plus 2 d'armure mais 4 de défense en plus. Et la réduction reste à 1. Donc il augmente quand même sérieusement sa défense. Il passe à 7 de défense. Comme le chevalier quoi. Plus 7 à la défense, c'est quand même pas mal. Voilà. Et on a donc aussi moyen de lui monter d'un niveau. Donc hop, hop, niveau 2. Niveau 2, et niveau 2, il a le droit à une caractéristique supplémentaire. Lui, il a besoin de quoi? Pas dans ses pouvoirs de contrebandier, il n'utilise pas de capacité, il n'utilise pas de caractéristiques en fait, donc on est un peu libre sur nos choix. Il a 6 de force, 7 de dex, 3 d'intelligence, 2 et pour l'instant 3 de foi.
va peut-être l'augmenter, bah, soit c'est caractérisé aussi de points de vie, d'endurance, ça peut être intéressant aussi, hein. Ou alors sa force pour essayer de choper des armes plus balèzes, quoi. On va peut-être orienter dans le groupe plutôt un guerrier dextre et un guerrier force. Je vais l'augmenter. Plutôt sa force. Puisqu'on les joue plus ou moins par duo, lui il va peut-être avoir besoin, parce que le pyromancien lui il va plutôt tendance à attaquer à distance, oui j'imagine, donc peut-être plutôt lui le booster pour ses attaques au corps à corps peut-être. Je sais pas, je le mets pour l'instant comme ça. Et on a terminé notre premier run. Qui n'a pas été super glorieux, hein. Donc il va falloir maintenant préparer la suite du donjon. Parce qu'il faut remettre en place les éléments les cartes, quoi. Alors, faut que je remette la main sur la règle. Alors, on va donc vérifier ce qui s'est passé sur le donjon. Donc il y a eu, pour rappel, 3 cartes qui ont été utilisées. Donc, bah, c'est pas compliqué, il en reste 3. Donc on prend les 3 cartes utilisées, plus 3 autres cartes qui n'ont pas été visitées. On les prend, on mélange tout ça. Et donc on va repositionner cette fois-ci le donjon, mais sans savoir aucunement ce qui nous attend. Hop, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et donc on rajoute un niveau de plus dans les cryptes. On a 3 cartes qui nous sont proposées. On a une salle piégée, une liane corrompue et un monstre puissant. Donc ça on prend. Toc 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 toc. Et on les positionne un peu au pifomètre. Et on voit ce que ça donne. Donc on est à nouveau au démarrage avec nos héros. On va garder ces duos là pour le moment. Alors ça, ces cartes là, elles sont défaussées définitivement, hein. La défausse du forgeron. Hop. Il n'y a pas de... Non, voilà. Très bien. Les cristaux dépensés, on va les remettre dans la bourse. Ok. Peut-être qu'on va utiliser un pouvoir de l'érudit. Alors le pouvoir de l'érudit qui s'appelle Savoir Infini nous dit que hors des combats, l'érudit peut révéler une salle du donjon. Si il utilise sa compétence dans la zone de repos, ce qui est le cas, son endurance ne se régénère pas. Donc on va... je me dis que peut-être c'est intéressant d'aller identifier une des cartes là-haut. Donc il va utiliser 2 points d'endurance. Ce qui va descendre son endurance à 5, et on va révéler une des cartes ici. Alors, bon, un peu au pif aussi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, donc on va révéler celle-là. Salle piégée, donc on sait ici qu'il y a une salle piégée, ce qui veut dire que là il y a soit des lianes, soit le monstre puissant. Alors salle piégée, ça fait quoi? Chaque joueur effectue un test de dextérité supérieur ou égal à 16. S'il échoue, il perd 3 points de vie. Mais on trouve aussi 4 cristaux. C'est pas dégueulasse non plus, hein, 4 cristaux. Voilà. Et après de perdre 3 points de vie, bon c'est la dernière salle, c'est pas non plus méga trop grave, quoi. Mais c'est vrai que un combat contre un monstre puissant, ça peut être intéressant aussi. C'est-à-dire que si on y va sur les autres ailes, on est sûr de faire une rencontre contre un monstre puissant. Bon, il faut y aller, hein. Il faut y aller. Donc, on va définir les ailes. Tout à l'heure, ils étaient sur l'aile ouest, il me semble. Est-ce qu'ils restent sur la même aile? Oui. Ils continuent à creuser sur cette aile-là. Et les autres... Allez, ils persistent, ils se disent qu'ils vont pouvoir quand même aller de ce côté-là, voir aussi ce que ça donne. Voilà, mais
avant d'attaquer la suite, on va se faire une petite pause. Donc on va s'arrêter là pour le moment. On va reprendre notre souffle et se relancer dans la suite de l'exploration des cryptes d'Ilus, les cryptes maudites. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Au plaisir d'une prochaine fois. Voilà, restez à l'écoute, en alerte dès la venue de la suite de nos aventures. Allez, je vous dis à très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Salut, bye bye. Par ici, Thoracil, par ici. Le chevalier vient de se réveiller. Mais que s'est-il passé? Il faut croire que le chevalier est tombé de son cheval. Ah, mais tais-toi. Tu peux pas garder ta langue planquée dans ta bouche. Ok, t'es bon avec les flammes, ça je peux pas le redire, ça je peux pas te l'enlever. Bah enfin, ils ont bien failli. Restez là. Télil, reviens à toi, mon garçon, comment vas-tu? Et Alizée, est-elle vivante? Je l'ai vue tomber, une flèche plantée dans son ventre. Oui, elle est là, tirée d'affaire, ne t'inquiète pas, mon garçon. J'ai affronté une goule, mais j'ai échoué. Elle a détruit mon bouclier, elle était tellement effrayante. Allez, mon gars, faut pas flancher, on a besoin de toi encore. J'ai trouvé une entrée pour aller plus profond dans les cryptes. Faut s'accrocher, hein, on a besoin de toi. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai le souvenir d'une forte douleur au ventre. Oh tiens, oh ça va mieux. Bon, on y retourne. Après vous, dame Alizée. Cette fois, je ne faiblirai pas.